Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque un film qui parle d'injustice, de police et de vice. Je parle bien entendu de La Voie de la Justice de Destin Daniel Cretton. Ce film retrace une partie de la carrière de Bryan Stevenson, qui est un avocat sorti de l'école d'Harvard dans les années 90. Il devient fondateur de Equal Justice Initiative. C'est un cabinet d'avocats à but non lucratif, donc les clients ne payent pas, qui s'occupe généralement des condamnés à mort. Et ce cabinet est situé à Montgomery, en Alabama, aux États-Unis. Et pour ceux qui ne savent pas, l'Alabama, c'est là où il y a eu la ségrégation, l'esclavage des populations noires de 1800 à 1964. C'est aussi l'état d'origine du Ku Klux Klan. Et je sais pas si j'ai précisé, mais Bryan Stevenson est noir. En tout cas métis. Bon, tout ça c'est pour le côté historique. Mais ce film, il parle de quoi? Le film traite sur l'affaire de Walter McMillan, condamné à mort en 1987 pour l'assassinat de Rhonda Morrison, âgée de 18 ans à l'époque. Et notre protagoniste, Bryan Stevenson, va tout faire pour rendre justice à McMillan, qui n'a évidemment pas commis ce meurtre, et sa condamnation repose sur un témoignage suspicieux d'un détenu de prison. On a un très bon casting. Michael B. Jordan de Creed, Jamie Foxx qu'on a pu voir dans Django Unchained de Tarantino, et Brie Larson qu'on a pu apercevoir dans Captain Marvel. Un bon casting, 3 étoiles si on peut dire. Maintenant, au niveau du contenu du film, on a des bonnes choses. Par exemple, au début, dans l'une des premières scènes, on a la visite de Bryan Stevenson alors qu'il n'est pas encore avocat. Il va rendre visite à un jeune noir condamné à mort en lui annonçant qu'il ne sera pas exécuté cette année. Et celui-ci lui répond que c'est la meilleure nouvelle qu'il ait jamais entendue et il ne le dit pas du tout ironiquement, il est même très heureux, il fond en larmes. Et c'est là où on se dit quand même que ça craint là-bas. Et donc ils ont 1 heure pour discuter et on remarque au fur et à mesure de la scène qu'ils commencent à avoir une complicité parce qu'ils sont de la même génération, à peu près du même âge, ils ont grandi dans les mêmes quartiers, enfin voilà. Ils accrochent entre eux. Seulement, ils ne voient pas le temps passer et le gardien arrive en disant que ça fait plus de 3 heures qu'ils discutent. Mais le gardien est quand même sous pression et très tendu et fait quand même l'arrestation du jeune détenu comme s'il avait fait quelque chose de grave. Et cette scène, rien qu'au début, elle annonce la couleur. Voilà, on comprend que voilà, ça va parler de sujets qui sont quand même assez forts. On voit tout de suite la tension alors qu'il a juste dépassé un temps de parole. Et ben tout de suite, il fait arrêter violemment. Avant l'intro du film, ça nous annonce tout de suite la couleur. On a des intrigues qui sont plutôt intéressantes. Par exemple, à un moment dans le film, je ne sais pas si j'ai précisé, mais cette vidéo contient des spoilers. Merci. Par exemple, à un moment dans le film, Brie Larson reçoit un appel en disant c'est toi qui aides les noirs pour les condamner à mort, machin. Il y a une bombe sous ta maison. Ou par exemple, quand Stevenson arrive à trouver un témoin pour faire avancer l'enquête et faire une remise en enquête, eh ben la police l'arrête pour faux témoignage. Enfin bref, les autorités font tout leur possible pour mettre des bâtons dans les roues de Stevenson. Malgré que le film se déroule dans les années 90, on ressent quand même une grosse tension raciale. Par exemple, le gardien de prison au début du film qui fait une mauvaise blague à Stevenson en le faisant déshabiller totalement et en voulant lui faire une fouille totale à nu. J'en parlais tout à l'heure, le jeune témoin qui apporte un témoignage qui est quand même important va se faire arrêter pour faux témoignage et il va dire dans la voiture à Stevenson qu'il préfère retirer son nom. En fait, ça l'a découragé et c'était le but des autorités, c'est de décourager celui qui a posé ce témoignage. Et il dit que voilà, il essaye de survivre, il essaie de garder son boulot et de survivre. C'est là où on se rend compte de la gravité de la situation. On a aussi la scène du contrôle routier. Stevenson rentre un soir et il se fait suivre par une voiture de police. Toujours ces mêmes autorités qui, je pense, essaient de mettre des bâtons dans les roues. Et cette fois-ci, ils ont essayé de faire peur à Stevenson en procédant à un contrôle routier. Et Stevenson, qui n'avait rien à se reprocher, il dit pourquoi vous m'arrêtez. C'est une scène qui devient très sous tension et très injuste parce qu'ils vont commencer à vouloir l'intimider en le sortant de la voiture, le plaquant contre la voiture, lui mettre une arme sur le crâne alors qu'il n'a rien fait de mal. Et cette scène, elle est tellement injuste. Ça se déclenche comme ça en un rien de temps, cette réactivité, cette colère du policier. Et malheureusement, c'est une scène qui se produit beaucoup aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de morts par le biais de contrôle routier qui a dégénéré. Et ça, c'est une vraie réalité, même encore aujourd'hui. On remarque vraiment la différence entre la population noire et la population blanche dans ce film. Parce que, par exemple, au début du film, quand Stevenson arrive en Alabama, il y a un travelling qui se fait par la fenêtre de la voiture, où on voit les pelouses avec les porches et les maisons des populations riches d'Alabama, notamment les populations blanches pour l'époque.
voilà, les enfants jouent dehors, tout le monde est bien habillé, les façades sont propres, etc. Et au moment où Stevenson va à la rencontre de la famille Macmillan dans les quartiers pauvres noirs, c'est le même plan, sauf que là on voit les populations noires sont pauvres et que les façades des maisons sont pas propres. C'est vraiment, on est dans des conditions un peu populaires. Niveau réalisation, il n'y a pas énormément d'éléments. Ce film est plus basé sur le côté historique et jeu d'acteur que sur une grosse réalisation. Au début, j'ai trouvé le film un peu long, le rythme était très lent et ça a eu du mal à démarrer, je trouve. Le fait que le rythme soit lent, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas énormément de musique. Et c'est une chose que j'ai remarqué, je me suis dit, ouais, il n'y a pas beaucoup de musique, c'est pas très rythmé, mais en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, c'est quand même bien pensé. Parce que les seuls moments où on a des musiques, c'est des scènes qui sont très importantes. Par exemple, la scène du contrôle routier qui dégénère, l'exécution d'Herbert, la scène où il écoute la cassette de l'interrogatoire de Myers qui va apporter une suite à l'enquête, la scène du témoignage de Myers à la barre, l'arrêt du fils de Macmillan, John Macmillan. Et d'ailleurs, petite parenthèse, après cette scène, la seule chanson du film, parce que le reste c'est des musiques avec des instruments, la seule chanson c'était, on entendait les paroles, c'était No More No More, ça veut dire pas plus, plus jamais, hashtag je suis franglais. Et je pense qu'il y a quand même une connotation avec toute cette histoire. On retrouve également une musique lors de la diffusion à la télé du reportage et aussi à la fin lors du lever d'accusation de Macmillan. On a quelques plans qui sont quand même sympas. Alors on a au début, lorsque Walter Macmillan est libre, il coupe du bois, c'est un bûcheron quoi, tu vois. Il regarde en l'air et on voit donc un plan en contre-plongée du ciel où on voit sur le bord de l'écran des arbres. Ce plan va revenir souvent quand Macmillan est en prison et qu'il pense à la liberté à sortir. Et en fait, ce plan va devenir le symbole de la liberté. Donc c'est un plan qui est quand même pas mal, je trouve, c'est bien pensé. Il y a aussi la scène où Herbert apprend la date de son exécution. En fait, on a 3 prisonniers à ce moment-là. On a Herbert, Macmillan et un autre prisonnier. Et ils sont tous les 3 cadrés, très serrés. Herbert est le seul où en fait il est excentré du cadre. C'est-à-dire que sa tête se rapproche plus du bord que les 2 autres. Je pense que c'est une intention volontaire du réalisateur, signifiant que Herbert se trouve au bord du cadrage. C'est-à-dire que sa fin est proche. Et c'est pile au moment où on apprend la date de son exécution. Et pour moi, le meilleur plan de ce film, qui est toute une symbolique pour moi, c'est à la fin quand Macmillan sort de ce couloir de la mort. C'est le couloir des cellules des condamnés à mort. C'est un travelling arrière qui va suivre Macmillan. On a l'impression de sortir avec lui. Il va s'arrêter au cadran de porte de ce couloir. Donc on a une vue où on voit lui et qui est en dessous encore de ce cadre. On a l'impression qu'il est encore en prison. Il jette un dernier coup d'œil au couloir accompagné de tous ses amis détenus qui lui disent à la prochaine, tu vas nous manquer, etc. Donc il jette un dernier regard et il part, et donc il sort de ce cadran de porte et voilà, c'est toute une symbolique pour dire ça y est, il est enfin dehors, il est enfin libre, il n'est plus en prison. C'est un très beau plan aussi, avec une forte signification. Niveau travail du personnage, par contre, c'est quand même bien poussé, je trouve. De part par notre héros, qui est Brian Stevenson, le jeune avocat. Au début du film, il paraît vraiment confiant, sûr de lui, parce que voilà, il sort d'Harvard, il a des très bonnes connaissances en loi, il les connaît par cœur, il les cite quand il veut, il paraît très sûr de lui. Pour lui, c'est déjà les mains dans les poches, parce que voilà, il pense que la loi va s'appliquer comme il l'apprend, il sait très bien que Macmillan a été condamné à tort, et que ça va être une affaire pas si compliquée à gagner. Seulement, c'est là où on voit tout le sens du film, et retraçant cette triste affaire, c'est-à-dire que les autorités, et notamment ceux qui ont voulu l'incarcérer, sont au-dessus des lois. C'est là où il va se rendre compte de l'injustice de la vie. C'est que certains sont au-dessus des lois, et même si la loi c'est la loi et qu'il la connaît par cœur, parfois ça ne peut pas suffire. Il faut utiliser plusieurs subterfuges. Jamie Foxx, qui incarne Macmillan, joue très bien dans ce film. C'est un personnage qui est à la fois sincère dans ses sentiments. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui dégage de son personnage et de son jeu d'acteur. C'est très bien interprété. Son fils, John Macmillan, et je trouve aussi qu'il a un bon jeu d'acteur. Je sais pas, il y a aussi quelque chose, je trouve, c'est juste comment il joue. Nous avons aussi Tim Blake Nelson qui joue Myers, et la ressemblance est flagrante parce qu'à la fin on a des portraits des vrais protagonistes de cette affaire dans la vie réelle, et on se dit waouh, ils ont vraiment eu un bon casting parce qu'ils se ressemblent vachement, et puis même il a réussi à refaire ses tics avec les yeux, la lèvre, tout ça, c'est vraiment très très bien pensé. Et d'ailleurs son personnage est aussi à la fois touchant parce qu'au début du film on se dit ouais, c'est un enfoiré, il a menti pour lui
se sortir d'affaire. Seulement on se rend compte au fur et à mesure du film qu'il est un passif et qu'il a été torturé psychologiquement pour faire ses faux aveux pour incarcérer Macmillan. Donc on se rend compte quand même de beaucoup de choses. Ce film est très complexe en fait. C'est pas tout noir ou tout blanc. Et vraiment on se dit ouais il a fait ça, mais en même temps c'est parce qu'il a connu ça. C'est très intéressant à regarder ce genre de film parce que il y a quand même beaucoup de nuances. Le gardien de prison qui est incarné par Ice Mercure, désolé pour la prononciation, je trouve que c'est vraiment un plus au film, il rajoute quelque chose. Je sais pas si ce personnage a réellement existé, il me semble que si, mais je trouve que voilà, il rajoute quand même un poil de tendresse et de compassion dans ce film, et je trouve que c'est bien qu'il soit du côté des autorités, parce qu'au moins ça ne met pas les représentants de la loi dans le même sac, et ça montre quand même qu'il y a quand même des bonnes personnes. Allez, on passe aux scènes mémorables. Donc nous avons la scène du contrôle routier, qui est une scène quand même vachement mémorable pour moi. Comme je vous l'ai dit, avant même l'introduction du film, on nous annonce tout de suite la tension qu'il existe à ce moment-là et à cette période-là de l'histoire. Elle est très bien exposée avec Stevenson qui est un jeune noir qui va se faire contrôler par des policiers blancs. Ça va déborder sur la violence parce que les policiers n'ont pas voulu justifier la raison de cette arrestation et de ce contrôle. C'est une scène qui reflète bien le décor de cette époque. La scène de l'exécution d'Herbert, elle est très touchante aussi. On ressent la peur avant de se faire exécuter. D'Herbert, il est dans une cellule d'attente. On peut remarquer que la gardienne, elle vient, lui demande s'il veut quelque chose, quelle musique il veut pour son exécution. C'est très lugubre d'ailleurs. Et on remarque que d'Herbert, qui est un personnage qui bégait dû à son traumatisme de la guerre du Vietnam, ne bégait plus. Mais pour moi, le fait qu'il ne bégait plus, c'est-à-dire qu'il a accepté son sort et qu'il sait que de toute façon, il va se faire exécuter. Cette scène est très touchante aussi parce que tous les prisonniers font des sons et ils crient avec leur tasse. Pour montrer qu'ils sont là et pour accompagner d'Herbert, et on voit qu'il peut les entendre et c'est une façon à eux de l'accompagner jusqu'à sa mort. C'est très beau. La scène du lever d'accusation, c'est une scène qui est vachement mémorable aussi parce que ah, quel soulagement quoi. On se dit ça y est, c'est justice a été rendue, et c'est là tout l'objectif de ce film, plus la musique, le jeu d'acteurs quand ils font en larmes, toute sa famille qui vient sur lui, c'est quelle belle scène, elle donne des frissons aussi. Si je devais résumer ce film en un mot, ce serait injustice. Voilà, mon analyse est terminée. N'hésitez pas à commenter et dire votre analyse, votre propre analyse de ce film si vous l'avez vu. Et aussi, si vous trouvez mon analyse juste, n'hésitez pas à la partager. J'ai vu que 1917 avait beaucoup plus de pouces bleus que de rouges, donc je pense que ce format vous plaît. Je vais donc continuer à parler et faire des analyses de films. Ça me plaît beaucoup à le faire aussi. Sur ce, je vous laisse et on se voit pour une prochaine ciné-critique urbex ou je ne sais encore. Allez, salut tout le monde!